Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Bon bah Sébastien, merci d'avoir accepté Salut le François. podcast. Salut Sébastien. Je tiens toujours à le dire parce que c'est quand même inhabituel. Tu es quelqu'un quand même de très occupé. On va explorer ça tu as mis un temps très court à me répondre sur LinkedIn parce que effectivement je sollicite beaucoup sur LinkedIn et donc pour ça je tiens à le dire, merci beaucoup. Sur LinkedIn, j'essaie d'être réactif. C'est pas le cas sur tous les canaux, mais on se doit quand même d'essayer d'être réactif. Ouais. Ah ouais. C'est très gentil. Tu m'avais dit que tu avais écouté un peu le podcast, donc tu vas pas être surpris par ma première question, parce que j'ai plein de sujets, j'ai fait un peu de préparation sur ce podcast, et j'ai plein de sujets à avoir, aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat que de l'investissement. Voilà. Tu as une belle carrière très remplie, j'ai l'impression, et donc j'ai plein de choses à échanger, notamment sur la prise de décision. Et avant qu'on rentre dans tout ça, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Sébastien ? Oui, donc je suis Sébastien Le Corfec, je viens d'avoir mes 45 ans depuis la semaine dernière. J'ai 2 enfants, je suis marié et je suis profondément breton. Voilà, tu vois, si j'ai bien quelque chose à dire, c'est ça, voilà. Ce qu'il y a à retenir, voilà, profondément breton. Et peut-être une question un peu plus compliquée que ce que peuvent répondre mes invités habituels. Que fais-tu dans ta vie professionnelle ? Bah, c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes. Ça fait 20 ans que j'entreprends dans le numérique, dans le digital. Mais le fil conducteur, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je suis profondément breton. J'essaie de m'investir vraiment pour le territoire. Pour qui, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi je suis aussi picousé de la Bretagne. Et il se trouve que maintenant, je suis à la croisée des chemins entre être à la base un codeur qui a mal tourné, comme je dis souvent, et un entrepreneur, un investisseur, mais avec ce vrai conducteur qui est la Bretagne. Ouais. Et troisième question qui est pour parfaire un peu la présentation, et puis après on reviendra un peu sur ce codeur qui a mal tourné. Comment tu te définis professionnellement ? Je suis un tisseur de liens. Mon truc, c'est vraiment de connecter les gens pour que des projets aboutissent. Et je le fais au travers de différentes casquettes entre aujourd'hui mes histoires de West Web Valley rebaptisées Explore depuis peu, donc les histoires d'épopée gestion, de West Web Festival, d'épopée les 40, c'est très très varié, mais je connecte les gens pour que des projets naissent. Ouais. C'est très intéressant ta définition parce que tu vois moi comment je t'ai connu, parce qu'il faut quand même replacer les choses, comment je t'ai connu, c'est à travers justement cette carte que vous éditez je crois chaque année, de l'écosystème digital numérique breton. Et moi ça fait 10 ans que je suis
dans ce milieu un peu des startups, puis après d'autres aventures. Et je crois que c'est à peu près à ces moments-là que j'ai vu apparaître ces premières cartes, qui doivent peut-être exister bien en amont. Et donc, tu vois, quand tu me parles de tisseur, ça me fait dire, ah ouais, bah c'est logique en fait. Ouais, 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 c'est vrai que beaucoup de gens sont passés au bureau et bien souvent les gens me demandaient mais parle-nous de cet écosystème ou dans quel événement faut y aller, qui peut nous financer, quelles sont les startups à suivre. Et je perdais au final un temps fou à chaque fois en rendez-vous sur cette partie-là. Et puis un matin, j'arrive au bureau et je me dis, ah bah tiens, je vais coucher sur papier toutes ces connaissances que j'avais. Et puis c'est comme ça que ce plan de métro de Ouais. l'écosystème est né. Et j'ai été assez surpris. Donc là, c'est la 8e édition, mais tous les ans, c'est à peu près entre du LinkedIn, Twitter, tout ça, nos newsletters, 100 000 personnes qui voient le truc. Ouais, il y a des posters qui sont demandés du coup tous les ans. Les gens l'affichent dans le bureau. Et puis le nombre d'étudiants ou de startups qui me disent ah bah tiens, ça m'a servi ton truc. Et là, tu dis il y a un transfert de connaissances où il y a de la transmission qui s'opère. Et puis, je trouve ça vraiment un super outil. Certes, on n'est pas ennemi de nos intérêts, ça nous sert énormément, mais ça sert, on va dire, la cause de l'écosystème de savoir qui contacter. C'est à peu près 650 points aujourd'hui, et bon, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais ce format a été dupliqué du côté de la Normandie il y a 2 ans, et pour la première année sur la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus, on est sur l'arc atlantique au sens large, et non plus sur la Bretagne historique par rapport à la West Valley que j'avais créée il y a 10 ans maintenant. Ouais. Je suis un ancien combattant du digital. Tu prends la mesure comme tout breton, j'ai envie de dire, qui commence à s'exporter. On le retrouve des bretons après un peu partout dans le monde, Ouais, donc ça c'est cohérent. Je reviens un peu donc sur le passé. Comment on passe de développeur à justement tisseur de liens? Parce que tu as quand même commencé ta carrière professionnelle en tant que développeur, alors tout de suite dans des boîtes qui aujourd'hui parlent. ouais. Mais comment tu arrives dans le domaine du digital, du Ah code? ouais, ouais. Bon, bon, si on revient un tout petit peu dans ce passé, il y a une vingtaine d'années, donc j'étais, comme je le dis souvent quand j'interviens en conférence, un élève très moyen. Je crois que j'ai eu 10, 11 toute ma vie. Ce que j'explique de temps en temps à mon fils qui a 15 ans, qui me dit ah, mais regarde, toi, t'avais des mauvaises notes, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Je dis ouais, mais c'est pas le même contexte, on va dire. Moi, j'ai eu la chance que le numérique arrive au bon moment pour moi. Et effectivement, élève très moyen, je fais un bac qu'on appelait bac STT à l'époque, avec de l'informatique, un peu de gestion. J'ai jamais su ce que je voulais faire. Moi, il y avait le handball qui m'intéressait à cette époque. J'étais à Picouzet de hand comme de Bretagne. Et à un moment, j'ai un copain qui choisit d'aller en BTS informatique. Et puis je dis, bah tiens, je vais suivre mon pote Nicolas Lénaf, que je salue. Et me voilà arrivé en BTS informatique. Et là, on est donc en 99, Internet pointe timidement son nez, et il se trouve que j'achète un bouquin de HTML. Les gros bouquins à l'époque de 800, 900 pages, moi qui lisais très peu, et je commence à me passionner pour le digital. Tous mes copains, donc à l'époque c'était des bases de données Access, du VBA, de l'Excel en BTS informatique. Il faut savoir, hein, par rapport à des gens tête bien faites qui ont fait des études d'ingénieur, le BTS informatique c'est le CAP au final. J'ai rien contre les gens qui ont fait des CAP, mais c'est le niveau le plus bas. Et puis moi je me passionne pour un truc à contre-courant un peu de tous les gens qui n'avaient pas cette intuition par rapport à Internet. Si on revient sur mon parcours, c'est vrai que j'ai quelque chose, une intuition, que ce soit pour les startups ou des choix, des décisions. Et à partir de là, me voilà
en informatique et donc j'obtiens mon BTS. Donc j'arrive très tôt sur le marché du travail parce que j'avais jamais redoublé, même si j'étais moyen. Bon, je passais à chaque fois et donc je commence à poster des créations déjà sur Internet. Et là, il y a un Breton qui était chez Ouest France Multimédia à l'époque, Franck Ledouarin, à qui je dois beaucoup, que j'ai aidé ensuite par la suite. Mais Franck, qui venait d'être recruté par le Benchmark Group en tant que directeur informatique. Donc le Benchmark Group, bon, ça parle plus trop à trop de monde, mais j'ai été le premier du coup, des premiers développeurs du Benchmark Group où j'ai travaillé sur des projets où je codais des choses pour le journal du net, l'Internaute, donc qui a vu le jour aussi du coup à cette époque, et tous les services associés, les familles.com, Poisson Mail, et puis les fameuses histoires de copains d'avant. Ouais. Ouais. Oui, c'est là où c'est vrai que la marque Benchmark ne parle pas à grand monde, mais quand on sait un peu les marques qui sont développées en dessous... Ouais, c'est le groupe Comment ça marche maintenant. C'est assez fou. C'est Corinne Delaporte qui avait mis tout ça en place. Donc Franck en tant que DSI, moi en tant que développeur. Et puis là, c'était génial parce qu'il y avait beaucoup de créations. Il y avait à côté les journalistes aussi qui créaient des articles régulièrement. Et puis en même temps, on savait que le potentiel de service pouvait amener du trafic vers les articles. Et c'est comme ça que pendant 1 an et demi, du côté de Paris, moi qui n'avais jamais été sur Paris, la première fois que j'arrive sur Paris, c'est pour travailler. Donc c'est vraiment le petit paysan venant de Saint-Renan, du côté de Brest, qui débarque un peu à la capitale, qui a un peu affolé de tout. Mais je passe des heures au bureau à côté. Et puis là, les équipes s'étoffent au fur et à mesure. Et entre guillemets, premier succès d'avoir pu œuvrer pour cette entreprise. C'est la seule fois où j'ai été salarié parce que à partir de là, dès mes 21 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai monté ma première boîte. Ouais. Et c'est ça qui est fou parce que j'ai fait un peu le calcul, alors tu me corriges, mais c'était 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis tu disais effectivement 99, et c'est donc et en fait tu as créé ta première boîte, donc Evernet. Ouais, et Evernet, c'est ça. En 2002. Oui, c'est 2002, t'as raison, avril 2002, ouais. J'ai aucun mérite, non. Dans LinkedIn. Ouais, avril 2002, parce que ça commence à dater. Ouais. Et qu'est-ce qui... Alors, je pose beaucoup la question aux entrepreneurs d'aujourd'hui, quand ils passent de salariat à entrepreneur, mais aujourd'hui, il y a une culture qui est quand même très forte depuis 5-10 ans, en gros, où on met beaucoup en avant cette culture d'entrepreneuriat. Mais il y a 20 ans, oui. C'était pas connu. Qu'est-ce qui t'a... t'a amené à ça? Ce qui se passe, c'est que à un moment, je me dis, j'ai œuvré pour le Benchmark Group. Bon, très bien. Ne venant pas du tout d'un monde entrepreneurial, une maman, du coup, femme de ménage, un papa cuisinier, donc issu de ce milieu modeste, moi je côtoyais aucun entrepreneur au final. Et à un moment, c'est cette envie où je me dis, tiens, je vais proposer mes services comme ça, à la base depuis Paris. Et il se trouve que je croise certaines personnes, des Patrick Chen, ça c'est vraiment pour les anciens, mais qui était l'ancien présentateur de France 2, de Stade 2, tout ça, qui avait monté Sport Ever, et aujourd'hui je crois que ça s'appelle Football 365, qui avait des contrats avec Roland Garros, et me voilà à éditer ma première facture pour ce projet-là, où c'était un scoreboard pendant Roland Garros, retransmis du coup sur Internet. Voilà, je fais mes premiers trucs. Après, il se trouve que il y a des histoires de présidentielles, de gens que je croise. Me voilà embarqué pour un candidat à la présidentielle sans être encarté politiquement. Et puis voilà, je propose un peu mes services en mode mercenaire, parce que ce que j'avais fait déjà par le passé
pesait un tout petit peu, il y avait de la réassurance, et c'est comme ça que je bascule dans l'entrepreneuriat, parce qu'à l'époque, j'ai rien à perdre, entre guillemets, pas d'enfant, pas de femme, pas d'épouse, pardon, et je me dis, bah voilà, j'ai mon ordi, mais pour qui, pourquoi, à un moment, il y a ce déclic-là, j'expliquerai jamais, je sens juste que Internet est en plein boom, que je suis créatif, que je sais coder, et comme je dis souvent quand j'interviens, lorsque on est un codeur et que l'on est créatif, on a de l'or entre ses mains. Et j'incite forcément tout développeur à entreprendre, à monter sa boîte, parce que bien souvent on dit, ah bah tiens, faut parler anglais sans ça. Non, il n'y a qu'un seul truc. Et c'est encore plus vrai dans notre monde aujourd'hui, mais je disais déjà, il y a plus de 10-15 ans, quand j'ai commencé à faire des conférences, où je dis, mais non, le code, c'est le plus beau langage, entre guillemets, qui existe. Et là, on va me dire, mais t'es qu'un gros geek, mais c'est hallucinant ce que l'on peut faire aujourd'hui, parce que quand on voit les liens que l'on a pu tisser, que ce soit avec l'histoire des familles.com, des copains d'avant, tout ça, et n'oubliez pas, hein, on est en 2000, du coup, 2001, 2002. C'est ça qui est assez fou. Et puis, et forcément, bon, il y a eu les bulles Internet, tout ça, qui ont explosé, hein, qui ont mis plein de bazar. Et à un moment, le fait d'être un peu en mode mercenaire comme ça du côté de Paris, moi j'étais profondément malheureux d'être à Paris, parce que c'est là que j'ai pris conscience certainement un peu de ce qu'était la Bretagne, de l'importance que j'avais à aller voir la mer, et à un moment j'ai eu envie de revenir comme ça sur le territoire. Ouais. Ok. Et c'est là, parce que oui, cette boîte Evernet, et tu l'as créée en Bretagne. En Bretagne, au tribunal de commerce de Brest. À un moment, voilà, je pousse là aussi. On me dit, bah tiens, il y avait les stages CCI 5 jours pour entreprendre que je suis, et où là, il y a les comptables, tout ce qui est juridique, tout ça. Et puis, j'écoute, mais moi j'étais vraiment dans mon monde à coder, je faisais pas trop attention à toutes ces histoires-là, et puis au final il n'y a rien de plus simple que de créer une boîte en France, et il n'y a rien de plus simple, parce qu'il suffit juste de déposer une espèce de CERFA, ce qui est dur après c'est de la faire vivre, mais créer une boîte, ça pose pas de problème. Et ça s'est d'autant plus simplifié que, et encore à ton époque, ça avait une certaine complexité parce que c'est le papier, mais aujourd'hui, ça va vite. Ça va très très vite. Et puis les statuts d'auto-entrepreneur qui étaient assez magiques, étaient une bonne idée. Après, avec le recul, on peut se poser 2-3 questions, mais oui, il faut pousser les gens à entreprendre en tout cas. Et après, donc tu as cette activité Evernet, et je vais faire volontairement un fast-forward, une avancée très rapide sur ta carrière. Qui est ultra riche, et pourquoi je veux faire un peu ce fast-forward, parce qu'en fait quand je prépare ce podcast, je vais voir LinkedIn, je vais voir un peu l'interview, et là je me suis retrouvé confronté à une série de lignes sur ton CV, entre les boîtes que tu as montées, revendues et tout ça, et je me suis dit waouh, comment je vais aborder la chose. Donc j'ai pris la décision, et si ça te va, on va avancer comme ça. C'est pas tant de se focaliser sur tes différents métiers, mais tes différentes entreprises que tu as pu monter, même si je pense qu'il y a des noms qui vont être évoqués ici par là, et c'est très très intéressant, mais c'est un peu comprendre comment tu en es arrivé aujourd'hui où tu en es, qui est et ma première question, ma première interrogation, c'est avec Evernet, tu montes ta boîte, tu nous l'as expliqué, très bien. Un socle très important, parce que c'était une équipe de développeurs qui était avec moi, qui est un fil conducteur au final, pour amorcer les différents projets par la suite. Et comment tu passes justement de cette idée de monter une boîte seule, est-ce que beaucoup de gens font, ce qui est déjà très dur, j'en reviens pas, à tout de suite, je l'avais noté, tu t'es lancé en parallèle 2-3 ans après dans d'autres aventures. Alors, avec le code encore, mais quand même d'autres choses. Et je vais en citer un, parce que moi, j'avais noté ce qui m'a fait beaucoup sourire, dans le sens où je me dis, toi, tu l'as fait alors que beaucoup le disent, c'est tu as monté Rouler Malin. Oui. Avant Blablacar. Oui, bien sûr, de 3 ans avant Fred, Blabla de Mazéa. Donc... et tu montes ça en parallèle. Parallèle. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je vais me lancer dans d'autres projets, et pas juste gérer ma boîte, puis... Bon,
Le problème, lorsqu'on est créatif, la difficulté, c'est de rester, d'être focus. Ouais. Et nous, on le dit en permanence à nos entrepreneurs, à nos start-upers dans lesquels on investit, rester focus. Chose que j'ai jamais fait. Et je vois la complexité que ça engendre après derrière. Mais cette histoire de rouler malin, donc première plateforme de covoiturage comme ça en France, elle est née par rapport à lorsque effectivement j'avais Evernet, je croise une personne de la mobilité au département du Finistère qui se dit on va être le premier département à lancer une plateforme de covoiturage pour les citoyens. Ok. Olivier Bosque qui était aux commandes. Et puis je dis ouais, très bien, je peux développer un truc pour les codeurs qui m'écoutent en flash, le gars qui a de l'intuition. Voilà, c'était du flash à l'époque, faut remettre un peu dans le contexte, mais un truc hyper beau avec un UX assez délirant. Et puis voilà, première plateforme de covoiturage lancée en France, donc dans un département où moi je facture le dev comme ça, et le design était fait par une agence de com brestoise. Et là, du coup, il y a un petit emballement parce que à l'époque, il y a Patrick Poivre d'Arvor, donc qui est au JT de TF1, donc un Breton, et il en parle. Il y a plein d'histoires avec les médias dans le parcours qui sont assez drôles, mais celle-là, c'était sympa. Donc vraiment, il y a plein de départements qui voient le truc aussi. Et d'autres départements nous demandent aussi d'avoir sa plateforme de covoiturage. On en a eu jusqu'à une dizaine de départements. Et donc à partir de là, donc moi je crée un socle unique en tant que entre guillemets, bon développeur, ou ensuite pour la scalabilité, tout ça c'est plus simple. Et il se trouve que voilà, on commence à vendre en marque blanche. À Veolia, à La Poste, à Areva, et il y a un vrai emballement, mais là-dessus, donc c'était une société que j'avais montée donc avec la fameuse agence de com brestoise, donc Olivier Bernalec, Hippocampe, et du coup il y avait un adhérent Leclerc qui a été d'une vraie aide pour beaucoup de jeunes entrepreneurs finistériens, qui s'appelle Olivier Bordet, Olivier qui avait le Leclerc de Landerneau, et qui nous a aussi accompagnés financièrement. Donc on était tous les trois dans cet univers et dans cette entreprise-là. Et là où j'ai eu un souci, c'est que effectivement, toujours facile de refaire l'histoire, mais moi je voulais une plateforme unifiée. Ouais. C'est-à-dire vraiment une base de données unique pour l'ensemble des Français. Ce que Fred Mazella a réussi brillamment quelques années plus tard. Je ne vais pas te faire l'histoire de Fred, mais il a un excellent bouquin qui est sorti, où il raconte tout ça avec covoiturage.fr, dans lequel Fred nous cite gentiment aussi. Parce que Fred, après, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais est venu à 2-3 reprises au Westwood Festival aussi. Voilà, bon. Mais on y reviendra tout à l'heure. Tout ça pour dire que sur cette plateforme de covoiturage, à un moment, j'étais plus d'accord avec mes associés. Je voulais cette plateforme unifiée, tandis que eux voulaient vendre en marque blanche la plateforme X produits comme ça, de mémoire 30 000 euros par-ci par-là par plateforme, et donc à un moment l'histoire, moi c'est arrêté du coup avec eux, parce que j'étais en désaccord. Ils ont continué, mais le modèle au final n'a pas perduré, parce que 4-5 ans après, l'entreprise Rouler Malin avait été liquidée. Bon, moi j'étais plus dans l'histoire depuis longtemps, j'avais fait ce que j'avais à faire et j'avais gagné ce que j'avais à gagner. Ouais. Et justement, c'est un exemple, mais oui. Tu as eu plusieurs aventures comme ça, toujours avec cette toile de fond d'activité. Ouais, si tu veux, c'est pour ça c'était important pour moi, ce socle Evernet qui me permettait de faire de la presta. On a dû faire 200-300 sites internet, applications mobiles. C'est comme ça que j'ai construit mon réseau au final, auprès de nombreux dirigeants bretons, parce que lorsqu'il y avait un projet qui naissait, bien souvent on m'appelait par le biais du bouche à oreille, mais j'avais toujours cette envie
envie de créer des projets régulièrement où je me disais, bah, tiens, on va lancer des services, ça me stimulait et je me disais qu'à chaque fois, je pouvais les revendre et faire le cash out qui va bien, parce que, encore une fois, quand on part d'où je suis parti avec vraiment 0 € en poche et de monter comme ça, c'est très loin, hein, quand on part sans réseau, tout ça, c'est pour ça qu'il a fallu, on va dire, 10, 15, 20 ans pour faire tout ça. Mais ouais, ça a été le fil conducteur d'avoir ce socle-là et puis de pouvoir monter des projets jusqu'au jour où je monte un projet immobilier. Et là, je rencontre mon associé sur les différents projets qui était Charles Cabilic. J'ai dû faire je sais pas, 7, 8, 10 ans tout seul à peu près, et jusqu'à croiser Charles Cabilic suite à un lancement de projet dans l'immobilier. Ouais. Et justement, ce réseau qui est un réseau social immobilier, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, je sais que tu le lances, mais tu as aussi eu beaucoup d'aventures, et tu l'as dit toi-même, tu as revendu beaucoup de boîtes, pour faire du cash out ou d'autres choses comme ça. Ce qui m'amène à me poser la question, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui à chaque fois dans ces aventures-là, pourquoi, s'il y a une raison unifiée, ou plusieurs, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais pourquoi tu revends, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à chaque fois à revendre? Je suis un amorceur de projet. Ok. Donc, il y a les amorceurs, les développeurs. Faut parvenir à savoir où on est bon à peu près. Donc, moi, j'adore créer. J'adore les tailles d'entreprise où, on va dire, allez, on partage une pizza, on est 5, 6, et puis tout se passe bien. Après, la structuration, ce que Charles adore faire, on va dire, c'est moins ma tasse de thé. Je suis capable, bien sûr, de le faire, mais intellectuellement, moi, ce qui me stimule, c'est effectivement de lancer une multitude de projets. Et puis, je me disais qu'il fallait, à chaque fois, essayer d'en tirer quelque chose. Et puis, tu te dis, quand tu montes comme ça des projets, c'est pas évident qu'il y ait toujours le bon aliment de planète entre les associés. C'est très très compliqué. Nous, par exemple, en principe, on s'interdit d'investir. C'est pas qu'on s'interdit, parce qu'il y a plein d'exemples, de contre-exemples, et on l'a fait, mais par exemple, de temps en temps, on dit, dans des couples, ça peut être compliqué d'investir. L'histoire des fondateurs est importante. Et c'est vrai qu'à un moment, quand je sentais à un moment que l'entreprise était lancée, j'avais besoin de recréer un projet, et vraiment je me disais, tiens, c'est maintenant qu'il faut le faire, et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à me stabiliser tout de même à un moment, mais c'était je pense de mes 20 à 30 ans où j'ai amorcé beaucoup de projets. Oui. Ce que j'aime bien dans cette analyse qui explique les choses, parce que souvent quand on ne parle pas trop de revendre de boîte, pourquoi on fait les choses, pourquoi on revend une boîte, souvent c'est, alors quand on écoute, alors souvent quand moi j'écoute des podcasts d'investisseurs alors qui ont vendu des boîtes à des millions c'est parce que ils sont arrivés au fin de route, ou ils ont un autre projet, des choses comme ça. Et en fait, ce que j'apprécie dans ta réponse, c'est que en fait tu as vraiment défini un peu la zone où toi tu étais bon. Tu sais où tu peux intervenir, alors même si bien sûr je pense que tu as les capacités de faire un peu plus, tu as vraiment défini ta zone, et derrière tu sais que au-dehors de ça, voilà, il faut que... Après c'est l'entrepreneuriat, c'est chouette, c'est très dur, hein, c'est les montagnes russes, et il faut prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. Autrement, je pense que, et je suis pas à l'abri, mais je pense qu'un burn-out peut vite arriver. Et donc, il faut être content de se lever. Et dans une entreprise, ce qu'il y a de plus difficile, dans ce que j'ai pu faire, c'est à chaque fois de gérer l'humain. Parce qu'il faut bien comprendre que les codeurs, c'est devenu des rockstars. Ils sont très chassés, même si nous on était au bout du bout, et donc faut réussir à stabiliser tout ça, et forcément c'est des histoires de cycle. Faut juste réussir à sentir à peu près où on en est. Et j'en reviens à cette notion que j'aime beaucoup, tu vois, de tisseur de liens, parce que tu as eu beaucoup parce que c'est pas fini, je le pense aujourd'hui, beaucoup d'aventures entrepreneuriales, mais tu le mentionnais, tu as lâché quelques noms, tu as d'autres
d'autres investissements, alors de temps, je pense, et alors, sûrement d'argent, dans des projets qui sont pas des projets d'entreprise directement aussi. Je sais que tu as investi comment ça s'appelle, dans Le le magazine. magazine Ah breton. oui, ouais, alors ça c'est. Tu as monté West Web Valley, Oui, ouais, ouais. tu as il y a la partie aussi les awards, Ouais, il y ouais, a ouais, plein ouais. de choses en fait. Ouais. Et c'est là où on retrouve cette volonté de tisseur. Pareil, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que je Ouais, pense que ouais, c'est ouais. pas dès le début tu avais eu cette fibre. Non, non, bah, après, c'est vrai, quand on avance comme ça, donc, je sais pas, on est peut-être en magazine breton, je sais pas, t'as quoi comme année Euh, je sais pas. 2013. Ouais, ouais, oui, 2013. Bon, je rencontre avant l'histoire de Magazine Breton, donc le Magazine Breton, les éditions Noir et Blanc. Mm. C'est un magazine qui met en avant du coup les Bretons, autant dans la culture que dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et moi, j'ai toujours été fan de ce magazine. Et puis, il se trouve que je m'occupais avec Evernet de la stratégie digitale d'Alès Braze, la Ok. fameuse petite bigoudaine. Ah oui. Et puis, donc, forcément, je m'entendais super bien avec le dirigeant, Erwan Kreach, Mm. et Marie non. Erwan, à un moment, me dit, ah, bah tiens, il cherche à faire entrer des investisseurs dans le magazine breton. Et puis, j'ai dit, mais tu sais, moi, le print comme ça, bah, le papier, je connais rien et tout, mais toi, on vient te chercher pour le digital. Mm. Et puis bon, bah, je mets un petit ticket à la hauteur de mes moyens, tout ça. Et donc, effectivement, dans le magazine, tu avais un Jacques Rocher, donc Yves Rocher, tu avais un Loïc Hénave, donc Erwan Ok. Créache, tu avais le patron de Crampouze, donc le Ouest France. Donc on était, je sais pas, 10 Bretons un peu passionnés de la Bretagne Mm. pour faire rayonner la Bretagne. Et ça a été une aventure, parce que ça a été revendu il y a 3-4 ans. C'est l'Ouest France qui a racheté Ok. Ah oui. tout ça. Mais j'ai adoré, parce que là, tu dis, ça donne une merveilleuse image à la Bretagne. Mm. Et on commençait en gros à venir me chercher pour mes compétences numériques, mais un peu aussi pour de l'investissement. Tu vois, à un moment, il y a un peu une bascule comme ça. Et puis, cette histoire parce que tu en as parlé, de West Web Valley, sur lequel j'œuvre depuis 10 ans, parce que ça a été lancé en 2013-2014, et moi Oui. j'ai dû commencer à travailler là-dessus en 2012. Ok. Tu vois, 2012. Donc, entre-temps, je m'étais associé avec Charles Cabilix, c'est important de le comprendre. Donc, Charles, avec qui on avait quelques structures. Charles, lui, avait brillamment réussi. Il avait lancé un SaaS dans le domaine de l'immobilier depuis Brest. En gros, dès que vous poussiez la porte d'un ERA, Guy Hockey, Plaza, c'était son logiciel qui était derrière. Ah oui. Et Charles, tête bien faite, centralien, tout ça, qui adore structurer. Je pense qu'il y avait une centaine peut-être pas une cinquantaine peut-être de collaborateurs à l'époque quand on s'est croisés. Et puis, le courant est passé, donc on s'associe sur quelques structures. Et puis, moi, en 2012, j'œuvre sur West Web Valley, qui, dans mon esprit, tiens, c'était un espèce de start-up studio, d'accélérateur, pour essayer de redonner un peu au territoire, pour qu'il y ait plus de projets de start-up qui naissent en Bretagne, hein, toujours Bretagne historique. Et 6 mois, 1 an après, donc moi je travaillais là-dessus, Charles me dit, on était en Learning Expedition du côté de San Francisco, il me dit, tiens, on pourrait s'associer aussi là-dessus. Et puis, effectivement, le duo fonctionnait bien sur le reste. Donc, on lance en gros un premier appel à projet dans lequel on dit, voilà, on est capable de mettre effectivement un peu d'argent, et on est capable de mettre la force de notre boîte de développement qui était derrière, donc que ce soit du code, du graphisme, UX, UI, tout ça, du référencement. On avait des gens hyper solides dans ces équipes. Le fameux Antoine Goré, qui est aujourd'hui CMO de Crisp, une pépite nantaise. Et Antoine, du coup, que je salue aussi, a commencé chez nous comme ça, mais on doit beaucoup à Antoine sur plein de sujets. Et
Et tout ça pour dire, voilà, appel à projet, et il nous fallait une personne qui soit un peu le parrain de tout ce que l'on fait. Et c'est là qu'on va chercher Ronan Lemoyle. Ronan, qui lui aussi, quelqu'un de très brillant, tête bien faite, HEC, pour faire super cours, qui était rentré au Crédit Mutuel, Arkea, pour faire des Fortunéo, tout ça, hein, je fais en super cours, il y avait Symphonis avant, bref, il a eu un super parcours. Okay. Et Ronan, lui, avait été nommé, si je ne dis pas de bêtises, à 37 ans, DG du Crédit Mutuel Arkea, avec comme président Jean-Pierre Denis. Et puis, voilà, il nous rejoint dans l'aventure. Et à partir de là, tous les trois, on commence à mettre notre jus de cerveau autour de cette histoire de West Web Valley. Donc, accélérateur un tout petit peu, on teste plusieurs modèles, et qui commence à muter en fonds d'investissement. Donc certes, on met un petit peu de notre argent, mais il y a d'autres souscripteurs, d'autres entrepreneurs qui nous disent on a tous pris des bouillons un peu avec le digital. Et à partir de là, vous êtes un tiers de confiance, donc est-ce qu'on peut monter avec vous un peu dans cette histoire de West Web Valley qui va accompagner des startups à la pointe bretonne. Et là-dessus, on est juste à la période où la French Tech arrive, où Hollande commence à parler du fonds French Tech, accélération. Il ne savait pas trop encore comment structurer, et nous, au même moment où on a cette réflexion de West Web Valley, de fonds d'investissement, donc je m'occupais de la stratégie digitale des Vieilles Charrues. Et je croise du coup un jour Jean-Luc Martin, on est au mois de mars, il y a le South by Southwest à Austin, au Texas, qui mêle industrie créative et musique, et puis le festival des Vieilles Charrues, à l'époque, premier festival européen, aujourd'hui on va dire premier festival français, et je leur dis comme ça, ce serait peut-être intéressant de créer quelque chose comme ça, où vous avez vos rockstars du digital, nous on va amener les rockstars du digital comme ça face aux rockstars classiques. Et puis il dit ok, il y avait l'espace Glenmore qui était derrière la scène principale. Et voilà, se lance la première édition comme ça, où et tu vas voir où je vais en revenir, avec des Fred Mazella qui viennent, des Pierre Kosciusko-Morizet, des Catherine Barba, des Laurent Soli, patron France de Meta, de Facebook France. Et ils font leurs conférences, tout ça, il se passe un vrai truc. Après, je crois qu'à l'époque, il y avait les concerts il y avait Muse, Indochine, Elton John, donc c'était une année assez Stromae aussi, année un peu particulière. Donc, entre cette singularité d'avoir cet événement, le West Web Festival, la West Web Valley, où on a du financement, il naît un truc, et donc la French Tech, Axel Lemaire qui vient nous voir en nous disant, en gros, vous êtes l'écosystème le plus avancé en région. Tu vois, on ne regardait pas trop ce qui se passait à côté, mais c'est vrai qu'on avait monté rapidement un truc qui ressemblait à quelque chose. Et c'est comme ça que lorsqu'on a commencé à aller chercher des souscripteurs pour le premier fonds West Web Valley, on a eu 12 millions de la French Tech accélération BPI, tout ça. Arkea a mis 12 millions. Et du coup, on avait à peu près 10 millions de souscripteurs, entrepreneurs du coin. Ça allait du Télégramme Ouest France, en passant par Alain Glon, qui m'a aidé toute ma carrière. Alain Glon, aujourd'hui, on va résumer aux chips Bretz, tout ça, c'est bien plus gros. Ancien président du Club des 30, tout ça. Plein d'entrepreneurs qui abondent comme ça le fonds, et voilà, le premier fonds, West Web Valley, 34 millions et demi, né en 2016. Donc tu vois, de 2014, où il y avait l'accélérateur, l'espèce de start-up studio, tout ça, et la création, et le côté opérationnel, tu vois, il aura fallu un peu de temps. Et ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes, et je trouve que c'est important de le dire, parce que j'ai moi-même je suis toujours confronté à ça.
Et moi-même, en fait, c'est l'impatience, en fait, parce que, tu vois, quand tu nous l'expliques, et encore, tu nous l'expliques, je pense, très, très rapidement, Oui. parce qu'il y a beaucoup Ouais, il y a d'étapes. beaucoup d'étapes. Là, tu viens de nous résumer en moins de 5 minutes, Ouais. 2 ans, voire 3 ans. Ouais, ouais. C'est que tous ces éléments-là se sont faits. Moi, je retiens deux choses, en fait. Se font sur des durées longues. Ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Non. En fait, aujourd'hui, on voit West Web Valley, ou du moins Ou Explore Épopée Gestion, qui a voilà. 600 et quelques millions sous gestion. Voilà, et on se dit, ah, bah, comment ils sont arrivés. Alors que quand on retrace l'histoire, bah, cette histoire de, aujourd'hui en 2023, Explore et Épopée Gestion, bah, en fait, ça a commencé par une rencontre, et ça a évolué petit à petit avec de l'opportunité, mais pas d'un point de vue négatif, de l'opportunité dans le sens où il y avait des choses qui se montaient, vous avez su saisir des chances. Oui. Et donc, là où je retiens les deux choses, c'est le temps Oui. et l'histoire humaine. Parce qu'en fait, la manière dont tu le racontes, c'est vraiment que des rencontres et alors, de la volonté. Hein. Oui. Je nie pas qu'il y a une volonté, t'es pas resté comme ça à boire Non, un non, il y a café beaucoup avec toi. d'énergie, ouais. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements à mon avis, mais c'est ça que moi j'en retiens aussi d'un peu de ce que tu nous racontes, parce que bah, souvent on l'oublie en fait, cette partie-là. Oui, c'est vrai que entre guillemets, j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai croisé des gens qui ont su se donner un peu de temps pour écouter. Et ce que je fais aujourd'hui aussi, j'essaie de donner du temps à tout le monde, parce que ne serait-ce que, imaginons, un quart d'heure, ça peut ouvrir une porte pour faire avancer tel ou tel projet. Donc ça, vraiment, moi, je l'ai conservé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des aliments de planète, mais encore une fois, il y a une part de chance. Mais encore une fois, la chance, ça se provoque, et c'est pas magique. Et c'est forcément des montagnes russes, des nuits compliquées, parce qu'en même temps, il faut faire avancer toutes les boutiques, Ah oui. toutes les entreprises en même temps. Mais c'est vrai que j'étais nettement moins opérationnel depuis 2012 sur les autres structures qui restaient, parce que j'étais comme habité par cette histoire de West Web Valley qui allait, dans mon esprit, booster le numérique en Bretagne, tout en étant conscient qu'on est un maillon de cette chaîne-là. Et quand on voit le fameux plan de métro, là, l'écosystème, voilà, nous on a un point sur la carte, mais entre guillemets, il y a tout à l'heure je parlais de 650 points, mais il y a peut-être 200 points entre les associations, les organismes publics, les French Tech, qui font tous un boulot incroyable, et tout ça se complète pour faire en sorte qu'il y ait des startups qui voient le jour, que ces startups-là ensuite réussissent du coup à trouver leur marché, leurs clients, pour ensuite que ces startups-là soient revendues, que les entrepreneurs fassent du coup leur cash out qui va bien, ainsi que leurs collaborateurs. Souvent du coup il y a les actions qui vont bien qui sont distribuées, et tout ça crée que à un moment il y a de l'argent dans les mains des entrepreneurs, des développeurs, et ce que l'on voit, et moi c'est entre guillemets ma plus grande fierté, c'est lorsque je vois certains de nos entrepreneurs qui montent après à leur tour des véhicules d'investissement et qui investissent dans des jeunes startups, je me dis, ah bah tiens, on a peut-être réussi à faire quelque chose, on a commencé à créer ce fameux cercle vertueux qui a été mis en place, je sais pas, il y a 30-40 ans dans la Silicon Valley, c'est ce qui s'est passé. À un moment, il y a des fonds qui ont investi dans des startups, ces startups ont cartonné, elles ont été revendues, et à un moment, il y a beaucoup d'argent, et il y a d'autres projets qui naissent. Donc, si je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai tendance à me dire, tiens, on a participé à l'éclosion de quelque chose qui est bien plus grand que la vision que j'avais au final en 2012. Je savais que c'était en gros une histoire comme ça que je voulais, d'être l'amorceur un peu de tout ça. Et encore une fois, moi seul, je n'y arrive pas sans un Ronan et un Charles qui rejoignent du coup l'aventure
structure, on est très complémentaires et c'est ça, c'est la force du collectif qui est important. Ouais. Et des entrepreneurs, souscripteurs qui nous ont rejoints. Oui, bien sûr. Et ce qui m'amène à la partie un peu plus prise de décision en tant que telle. Parce que ce qui me passionne, donc, comme tu le sais, c'est la prise de décision, de comprendre un peu comment toi, en tant qu'entrepreneur, investisseur et toutes les cassettes que je vais oublier, comment tu prends une décision. Aujourd'hui, quelle que soit ta casquette, comment tu te dis, pour cet investissement, tiens, on va sur cet investissement, pour peut-être cette boîte, tiens, on va faire ce choix opérationnel. Comment toi t'approches un peu ces décisions? Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs casquettes, mais je vais essayer de rester quand même sur quelque chose d'assez global. Mais dernièrement, sur ton podcast, j'ai écouté Bertrand Distinguin de Go Capital qui expliquait vraiment comment ça se passait et puis le rôle de l'équipe. Il y a des vraies similitudes sur notre organisation et la sienne. Donc je vous invite du coup à réécouter ce podcast-là pour pas qu'il y ait trop de redites. Merci. Mais c'est évident que aujourd'hui des choix d'investissement, ça se fait de façon collective. Et puis il y a eu différentes phases. Nous, encore une fois, il y a la phase West Web Valley 1, donc, qui s'appelle Explore 1 aujourd'hui, mais West Web Valley 1 où à la base il y avait donc Charles, moi, Ronan, Alexandre Gallou qui avait été la première recrue, plus il y avait des compétences d'Arkea Capital qui venaient nous compléter, Pierre Boulic qui nous a sacrément aidé avec sa casquette de directeur d'investissement. Nous on a appris ce métier là au final un peu comme ça en suivant la propre expérience de Pierre. Ce qu'on savait bien faire, c'était identifier des startups. À l'époque, donc on est le coq de la French Tech, coq rouge, donc beaucoup de SaaS, beaucoup de logiciels. Nous, on venait de ce milieu-là, donc on savait analyser parfaitement ces business-là. Moi, j'avais beaucoup d'intuition. Un Alex Gallou, HEC, tête bien faite aussi, mais un pied sur le territoire, étant originaire de Plébin, qui décortiquait plus de l'Excel, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours prôné le feeling avec les dirigeants. La vision qu'ils avaient de leur marché, mais encore une fois, toujours facile de refaire l'histoire, mais quand on investit dans Shopopop, quand on rencontre Shopopop, moi je les rencontre très tôt, parce que je donnais un tout petit peu de temps à certaines associations, Passeport Armorique, tous ces trucs-là. Et j'avais rencontré Johan Rico, du coup, dans ce contexte-là. Je les avais poussés au West Web Festival, parce que je me dis, tiens, ces gars-là, Shopopop, une livraison de courses de façon collaborative. Et du coup, je voyais les gars, je voyais très bien où ils voulaient arriver et j'ai pas su convaincre mes petits copains de l'époque parce que à un moment il fallait booster la courbe des shoppers, des livreurs, booster la courbe de la GMS, des Leclerc, Intermarché, tout ça, Super U. Et c'est hyper compliqué à réconcilier. Mais je dis, mais ces gars-là, ils peuvent y arriver. Donc, et ils le font, aujourd'hui ils le font. Et ils le font parce que je ne peux pas trop parler de chiffres, mais ce qui est public, c'est qu'ils ont livré 9 millions de courses aujourd'hui, ce qui est, ils sont dans 3-4 pays, c'est fou. Ils développent, ils en sont au stade, je connais, on s'est un peu côtoyé avec Antoine. Ouais, Antoine Scholl. Et alors, assez rapidement, mais... c'est très marrant parce que j'ai vu que tu avais fait un podcast avec lui. C'est quelqu'un de très humain, mais ce duo-là, Antoine Scholl, Johan Rico, ils ont grandi en même temps que leur boîte. C'est des gens formidables humainement, mais en tant qu'entrepreneurs, ils vont peser dans les années à venir sur l'écosystème et je trouve ça excellent. Mais tout ça pour dire que la prise de décision, moi, l'intuition compte énormément. Mais
dans un monde de l'investissement, c'est un peu particulier parce que au début, c'est vraiment un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs. Ouais. Après, avec le temps, l'ADN entrepreneurial est resté, mais les réflexes que nous, on avait sur West Web Valley Xplora fonctionnaient d'une certaine façon, et aujourd'hui, Épopée Gestion a grandi, les équipes se sont étoffées, parce qu'il y a une quarantaine de personnes aujourd'hui. C'est plus tout à fait les mêmes process qu'à l'époque. Ouais. Bah, ce qui est, je pense que les dimensions aussi monétaires, parce que l'on parle de ça, bien sûr, sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui et maintenant. Ouais, c'est vrai que le premier fonds faisait 35 millions d'euros. On mettait des tickets entre 300 000 euros et 1 million d'euros sur un premier tour, ticket moyen de 600-700 à peu près, sur la vingtaine de startups que l'on a eu. On a dû avoir 2000 dossiers à peu près sur le premier fonds. C'est pour ça que... Et moi, j'adore rencontrer les gens. Je ne vais pas dire que j'ai rencontré les 2000, mais j'en ai rencontré un paquet. Ouais. Et donc, on gardait la moitié du fonds pour du réinvestissement, donc on pouvait monter jusqu'à 3,5 millions, ce qu'on a fait avec certaines de nos participations. Et tout ça pour te dire que le deuxième fonds qui a vu le jour il y a 2-3 ans, qui s'appelait West Web Valley 2, renommé Xplore 2 aujourd'hui, il fait 45 millions d'euros. Donc il a grossi un tout petit peu, mais dans un écosystème où il y a à peu près 600 millions sous gestion, où il y a un fonds dédié aux entreprises plus traditionnelles, donc PME, TI du territoire. Après, il y a un fonds aussi dédié à l'immobilier, un fonds dédié aux infrastructures et à la mobilité, et il y a aussi un fonds qui est en train d'être lancé dédié à l'hôtellerie. Ouais. Et en parallèle de cette, parce que toi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur, est-ce que, tu vois, tu me disais que c'était très instinctif, mais de manière très nuancée quand même. Me concernant. Te concernant, mais Charles te ferait une autre réponse, Alexandre t'en ferait une autre, mais c'est l'équipe. Toi, tu as plutôt une approche très instinctive, alors très nuancée, effectivement, mais est-ce que tu te fais toi-même accompagner en termes de précision? Alors, j'ai un peu de début de réponse dans le sens où tu es fait entourer par d'autres associés. Oui. Mais comment parce que souvent, le but de ma question, c'est de comprendre un peu que quand tu me dis que c'est instinctif, ok, ça on peut comprendre, mais est-ce que je suppose que tu dois être à l'écoute d'autres avis, d'autres choses. Comment ça se passe un peu comme ça quand tu... sur l'investissement, c'est une décision vraiment, encore une fois, collective. Après, quand je décide d'amorcer des West Web Awards, Épopée des 40, le festival, à la base, je suis toujours seul dans ma bulle de créativité. Et quand je pense à avoir trouvé un truc qui a du sens pour l'écosystème global que l'on a monté, effectivement, je vais en parler à mes acolytes. Et de temps en temps, on va dire, il y a des bonnes idées. Pour moi, elles sont quasi toutes bonnes, mais des fois elles sont challengées, et d'autres fois je me dis si, il faut le faire quand même. Mais il y a plein de choses, même et puis ça dépend des époques, encore une fois, mais quand à l'époque je dessine cette histoire de plan de métro, je le fais tout seul. On est dans un collectif, il y a des choses, et je continue d'amorcer, et au final seul. Ok, c'est intéressant. Et puis, juste pour compléter, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai été au CJD, Centre des jeunes dirigeants, que je conseille à tout le monde, parce que c'est une bonne école aussi, parce que souvent on dit que l'entrepreneur est seul. Certes, on a des associés, mais on peut ne pas parler de tout tout le temps. Et c'est vrai que le CJD, c'est une bonne bulle aussi pour
pour continuer à se développer au niveau entrepreneurial. Ouais, ouais, je le conseille à tout le monde. Mais c'est souvent, alors, ayant beaucoup moins d'expérience que toi, mais moi, ce que j'ai ressenti sur mes années d'entrepreneur, c'est effectivement en fait, d'aller discuter avec des pairs. Ah oui. Alors, pairs ou d'autres personnes, mais souvent, d'en discuter avec des pairs, on trouve justement cette réflexion, ces problématiques que d'autres ont. En fait, on se rend compte on n'est pas les seuls à avoir un problème de trésorerie ou avoir un problème avec tel salarié. C'est vrai comme je dis, l'entrepreneur est souvent seul, isolé, et aujourd'hui on a de la chance qu'il y a plein de personnes dans l'écosystème qui sont passées par les mêmes problèmes par lesquels on a pu parler, et effectivement faut oser en parler. Là, par exemple, ce midi je déjeunais avec Daniel Gergès, le patron de la French Tech Rennaise et du Pool, et c'est vrai que on est des anciens combattants au final. Ça fait longtemps que l'on se connaît, et puis on peut parler de tout facilement, et ça c'est important de pouvoir s'appuyer sur d'autres entrepreneurs, soit du même secteur, mais je sais que tout à l'heure je parlais brièvement d'Alain Glon, mais ça a été une rencontre importante au final, et où on ne parlait pas forcément entreprise, mais on parlait de la Bretagne, on va dire, au sens large. Après, qu'on adhère ou pas à ses convictions, mais ça permet du coup d'avancer. Et puis, j'ai traîné pas mal de temps du côté de Locarn, le cercle de prospective, un peu autour de la Bretagne. Et là, il y avait des rencontres vraiment de qualité. Ouais. Ok. Je vais me diriger doucement vers la dernière question, qui est pareil, une question que j'aime bien poser. Si tu devais donner un conseil, un ou plusieurs, parce que tu en as déjà en fait en réalité plusieurs, mais un conseil en matière de prise de décision à notre audience qui nous écoute, qu'est-ce que toi quel serait ce conseil que tu dirais voilà. Là, j'ai fait quelques podcasts, comme tu le sais, avec l'Épopée 2, et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est Louis Leduf qui termine comme ça son podcast. Donc Louis Leduf, patron de la brioche dorée d'El-Arte, un gars du Finistère Nord qui a ouvert sa première brioche dorée à Brest, et aujourd'hui qui pèse 2-3 milliards. Je viens de voir un de ses posts LinkedIn, il disait qu'il faisait 6 milliards de chiffre d'affaires avec le dernier achat. Avec le dernier achat. Voilà. Et ce qui est une histoire de dingue. Et lui disait oser avec une prudence audacieuse. Et c'est vrai que faut oser. Pourquoi je dis à tout le monde, quand je suis dans les différentes écoles, je dis, mais vous n'avez rien à perdre, entreprenez, et à un moment, c'est vrai que vous pouvez prendre des claques, vous pouvez très bien faire une belle carrière aussi dans des grands groupes, mais c'est tellement grisant, l'entrepreneuriat. Après, il faut être solide, on prend deux, trois claques, mais c'est de l'apprentissage puissance 1000, et puis si ça se passe bien, c'est super cool, mais voilà, mais il faut oser. Ouais. Bon, super. Écoute, c'est un très bon conseil, moi, je trouve. Merci beaucoup. Merci à toi. Dernière question. Ouais, dis-moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je veux renvoyer vers ton podcast, bien sûr, parce que je mettrai moi dans les commentaires, donc l'Épopée 2, où tu vas à la rencontre d'entrepreneurs bretons. Oui, tout à fait. Voilà. Sur une première saison où il y avait peu plus d'entrepreneurs du Club des 30, et aujourd'hui, par rapport à Épopée les 40, les 40 personnalités les plus prometteuses de Bretagne de moins de 40 ans, c'est la saison 3, où il y a des Antoine Scholl, tout ça. C'est vrai que c'est intéressant si vous aimez bien l'entrepreneuriat. Les écouter, c'est plutôt sympa. Mais pour me retrouver, comme tu disais tout à l'heure en début de podcast, sur LinkedIn, j'essaie d'être assez réactif, et je pense que c'est le meilleur canal aujourd'hui pour moi. Ouais. Super. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Et puis merci beaucoup Sébastien. Merci François pour le temps, et puis à très vite. Allez,
on se retrouve pour le résumé de ce podcast. Déjà, podcast riche, podcast très riche. Et je voudrais relever, vous commencez à connaître, 3 points qui moi m'ont semblé très intéressants. Le premier, c'est un point pas tout à fait lié à la prise de décision, c'est la diversité de parcours et vraiment cette fibre entrepreneuriale. En effet, Sébastien nous l'a expliqué dans son parcours, il a touché à beaucoup de domaines, fait beaucoup de choses, il a commencé en tant que développeur, il a monté une boîte, il a investi dans les médias, enfin il s'intéresse à beaucoup de choses. Et ça c'est un élément que je retrouve de plus en plus au sein des personnes que je rencontre, qu'ils soient artisans, artistes ou entrepreneurs. C'est souvent des gens qui sont très curieux de plein de domaines, qui s'intéressent à plein de choses et qui vont chercher les choses à droite à gauche et pour moi construisent leur savoir et leur méthodologie de décision parce que ils s'intéressent à plein de choses. Ils ne sont pas avec des œillères et ils ne voient pas qu'une chose, ils s'intéressent à plein de choses. Et donc ça, je trouve ça très très intéressant et Sébastien nous le montre encore une fois. Et si j'en viens d'ailleurs à cette fameuse méthodologie, Sébastien là, il nous explique que lui il est très intuitif, effectivement, mais que en fait il collabore et il a tout un travail d'équipe. Malgré cette approche très instinctive, il apprécie les discussions, le faire valider ses idées par ses pairs ou des associés, ce qui va renforcer véritablement sa décision, ou d'ailleurs l'inverser. C'est ce qu'il, lui, estime être sa méthode. Et c'est particulièrement intéressant parce que, effectivement, beaucoup de gens avec qui j'échange disent « Ah, moi, c'est instinctif. Je sais ou je sais pas. » Mais en fait, la plupart du temps, et on s'en rend pas compte, c'est très souvent instinctif, oui. Mais en fait, il y a tout un échange derrière qui se passe pour est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que c'est la meilleure idée ou meilleure décision ? Donc voilà, je reviens un peu sur cette méthodologie de décision et puis sachant comme Sébastien prend des décisions assez nombreuses et assez conséquentes. Et enfin, un dernier point qui m'a marqué, c'est sa connexion au territoire. Il faut le reconnaître, il est attaché à la Bretagne, il contribue à son développement, il a plein d'actions envers cette régionalité. Donc c'est vraiment très intéressant et on sent qu'il est vraiment ancré dans le territoire et que ça l'anime. Ça l'anime et ça lui met un biais, mais un biais qu'on peut considérer comme positif, un biais dans ses prises de décision, et quand il doit prendre une décision, il le fait aussi pour le local, pour animer le local. Donc je trouve que c'est des éléments intéressants et qui sont à prendre en compte et qui me fait moi réfléchir sur quand on prend une décision, comment on la prend, donc avec la méthodologie, est-ce que l'instinctivité, comment on parle aux gens, mais aussi ces différents biais, ces différents éléments qui viennent nous influencer. Voilà les 3 grands points que je retiendrai de ce podcast. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez retenu ? Allez, je vous dis à très vite. Salut. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.